Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des API au cœur des SaaS. À la base, je suis lead développeur chez Laboratoire Natif. C'est une entreprise de cosmétiques. Donc là, on s'occupe du développement des plateformes SaaS du groupe, des plateformes e-commerce en Europe et au Canada. Donc du coup, tout ce qui est logiciel, infrastructure et e-commerce. Donc, ce sujet, pour moi, il est très important parce que aujourd'hui, on entend beaucoup plus, de plus en plus parler des SaaS. Les entreprises, de plus en plus adoptent ce modèle business pour faire du chiffre en fait, pour vendre leurs services. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de l'architecture. Comment est-ce que concevoir ces solutions? Comment développer des architectures solides, des architectures fiables qui résistent à tout en fait. Donc, le programme d'aujourd'hui va être essentiellement basé sur l'API First. Pourquoi est-ce qu'adopter l'API First au cœur des SaaS est important? On va parler des différentes architectures des SaaS. On va parler de la modularité, une fois avoir posé les bases de l'architecture, ce qu'il faut tenir compte pour que vos SaaS soient modulables, pour permettre la scalabilité à l'échelle globale. On va également parler de la résilience, de la sécurité et je vous ferai un retour d'expérience. Avant de parler de SaaS proprement dit, j'aimerais vous présenter cet écosystème, l'écosystème du cloud service. En fait, pour moi, c'est important de vous situer dans ce contexte pour que on puisse bien comprendre où se situe la SaaS exactement. Donc, dans l'écosystème cloud service, on a ce qu'on appelle des on-premise sur site. Donc, généralement, quand vous avez une solution, vous l'hébergez directement chez vous, dans vos serveurs, sur vos locaux chez vous et vous gérez tout. Donc, vous allez gérer l'infrastructure, vous allez gérer le réseau, vous allez gérer les applications et pas mal de choses. Et généralement, ces styles de cloud sont adoptés par des structures qui veulent préserver, qui ont un souci de protection de leurs données, comme des banques, des assurances. On a également les infrastructures en tant que service qui a beaucoup pris de l'ampleur aujourd'hui, comme par exemple Amazon Web Services et tout ce qui va avec, les PaaS et les SaaS ensuite, s'en suivent les SaaS. Donc, en ce qui consiste les solutions on-premise, on a par exemple GitLab. Généralement, quand vous prenez une solution, vous l'installez, vous allez gérer tout, ce qui consiste en l'infrastructure, les runtime, système d'exploitation, et ça peut être coûteux pour des applications s'il faut que ces applications en fait prennent de l'ampleur et aillent sur des cibles un peu plus grandes. Ensuite, on a les infrastructures en tant que service. Les infrastructures en tant que service, comme son nom l'indique, euh, ce sont des infrastructures qui sont mises à votre disposition et dont vous pouvez utiliser des ressources. Comme par exemple, on a Amazon Web Services et Google Cloud Platform. Ces infrastructures, généralement, on en a besoin pour déployer des solutions, pour construire un système et pour pouvoir construire un réseau, que ce soit un réseau au sein d'une entreprise, que ce soit une application, que ce soit toute une architecture en fait. Et sur ces infrastructures en tant que service, ce que vous aurez à gérer en fait, c'est tout ce qui est de la partie système d'opération à la partie de la partie système d'exploitation à la partie application. Et le reste va être géré par votre prestataire de service. Lui, eux, ils vont se contenter de l'utilisation, de la gestion de virtualisation, par exemple. Donc, créer des serveurs, mettre à votre disposition des serveurs virtuels et gérer ces serveurs. Et vous, ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est juste la partie applicative. Ensuite, on a des plateformes as a services. Sur les plateformes as a services, généralement, ce dont vous aurez à gérer, c'est juste l'application en fait
et les données. Je prends un exemple. Vous avez développé une solution en Java, par exemple, et vous souhaitez déployer rapidement cette solution sur le cloud, peut-être pour tester, pour des besoins de test et tout. Euh, Au lieu d'aller chercher une solution où vous aurez à installer tout le système d'exploitation, gérer la sécurité, gérer un tas de trucs, ce type de système, en fait, vous donne à disposition des applications de la plateforme où vous faites juste le déploiement et vous testez. Là, je vais prendre l'exemple de OpenShift. Avec OpenShift, par exemple, pour déployer WordPress, je prends un exemple tout palpable, WordPress. Vous aurez juste à aller sur OpenShift, déjà installé. Et sur OpenShift, vous allez installer la solution WordPress et OpenShift va vous gérer la base de données et votre application. Derrière, il gère tout ce qui est infrastructure et tout ce qui va avec. Ensuite, on a les software as a services, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Parmi les software as a services les plus connus, on a Doctolib et par exemple en France on a Doctolib et on a également Welcome to the Jungle. Généralement ces solutions en fait sont gérées entièrement par votre prestataire de service, donc vous ne gérez rien. Lorsque un patient, par exemple, veut commander, prendre un rendez-vous avec un docteur, tout ce qu'il a à faire, c'est aller sur la plateforme, prendre un rendez-vous et il est, il est, il a un programme en fait, il a un planning qu'il va respecter pour pouvoir aller voir le docteur. Donc, derrière, il n'a pas à gérer, il n'est pas au courant et il n'a pas à gérer tout ce qui est database, application, runtime, middleware, tout ça, il n'a pas à gérer. Donc, tout ce qu'il a besoin, c'est le service qu'il a besoin. Et vous allez remarquer, on a sur cet ensemble d'écosystèmes cloud, on a un thème qui revient as a services, donc en tant que service. C'est-à-dire, on a d'un point de vue client et d'un point de vue prestataire et avec des couches différentes. Donc, avant d'aborder le cœur du sujet, j'aimerais vous présenter les différents protocoles d'API qu'on a à disposition, les plus connus et les plus utilisés, qui permettent de développer des SaaS, des logiciels en tant que service. Parmi ces protocoles, on a les API REST, le GraphQL, les Webhooks et tout récemment, on a les TRPC et les gRPC de Google. Donc, avec les API, ces API permettent de répondre à des besoins spécifiques, des besoins différents pour pouvoir créer des API. Par exemple, je prends l'exemple du GraphQL. Aujourd'hui, par exemple, il y a plein d'e-commerce qui utilisent le GraphQL pour gérer la construction de leurs API, ou encore les webhooks, un type d'API particulier qui fonctionne sous forme d'événements, en fait, un API qui se déclenche lorsqu'il y a des événements particuliers. Par exemple, lorsque vous êtes abonné vous avez souscrit à un plan d'abonnement, chaque fin du mois, c'est un événement, en fait, qui est déclenché. Et derrière, c'est géré par des webhooks. Donc, pour envoyer des notifications, pour envoyer des événements à un système extérieur. Donc, et comment fonctionne là, je vais insister beaucoup plus sur les REST API et les TRPC, et les GraphQL également, qui, à mon sens, sont les plus utilisés dans divers systèmes. Et ça peut également être mixé parce que un système peut utiliser à la fois du RESTQL, du GraphQL et du TRPC selon les besoins, selon l'architecture, selon comment il a été conçu à la base. Donc, les RESTQL, c'est des applications, c'est des protocoles. C'est des protocoles en fait qui sont utilisés pour pouvoir faire des demandes et des requêtes et ça renvoie une réponse en fait. Et le reste, comme tous les autres API, renvoie une structure de données qui est utilisée par la suite pour pouvoir gérer la partie client de votre application. Ensuite, le TRPC, ça fonctionne comme une sorte d'API, c'est une sorte d'API en fait qui permet d'exposer des fonctions. Donc avec le TRPC ou le gRPC, vous exposez des fonctions sur des sortes de endpoints, on va le dire ainsi. Et ces fonctions, peuvent être accessibles à l'intérieur de votre application.
Pourquoi est-ce que adopter la stratégie Happy First est important et capital pour les entreprises? Avec le temps, l'adoption de l'API de l'API First est de plus en plus utilisée par des entreprises. Pourquoi? Parce que ça ouvre de multiples opportunités et ça permet en fait à des solutions de pouvoir évoluer et de pouvoir s'ouvrir à d'autres systèmes. Par exemple, avec les API, on a la possibilité, votre SI a la possibilité d'avoir un écosystème ouvert, de s'ouvrir à d'autres prestataires, de communiquer avec des systèmes externes. Vous avez également la possibilité, avec des API, lorsque vous utilisez les API, d'être tolérant aux pannes parce que les systèmes sont isolés, parce que les API sont développés soit de manière externe ou isolée, de telle sorte que s'il y a des pannes, il va falloir résoudre ces API de manière individuelle. Ensuite, avec les API, on a dès le départ, il y a la possibilité avec des solutions comme OpenAPI ou Swagger de générer des documentations dès le début de la création des systèmes. Donc, dès le départ, vous avez la possibilité de générer une documentation, d'avoir déjà une documentation de votre système pour pouvoir, de manière graduelle, de manière échelonnée, l'enrichir et la nourrir. Et ça permet également, les API permettent également de créer une communauté de développeurs autour de votre produit. Ça peut être que pour un début, vous n'y pensez pas, vous n'envisagez pas peut-être mettre votre API en vente, commercialisée, mais très rapidement, les besoins peuvent changer et ouvrir vos API permet en sorte que une communauté de développeurs peut se créer autour de votre produit qui peut être un profit pour rapporter de nouveaux clients en fait. Donc déjà en 2002, on a Jeff Bezos qui a imposé l'utilisation des API chez Amazon. Et aujourd'hui, on sait où est-ce qu'Amazon se trouve. C'est une licorne mondiale. Aujourd'hui, Amazon, ce n'est plus une preuve parce que la majorité des systèmes sont interconnectés entre eux et des acteurs du monde entier en fait suivent cette tendance-là. Donc, maintenant, on va aborder tout ce qui est architecture. L'architecture, comment construire une SaaS, comment mettre en place une SaaS dès le départ, selon les besoins, parce que généralement, lorsqu'on veut mettre en place une solution, on se pose un tas de questions. Quel est le budget? Quelle est la solution que je vais utiliser? Comment est-ce que je vais créer l'application? Donc, dès le départ, il faut faire des bons choix, il faut choisir des bonnes technologies, choisir des bonnes approches. Et c'est déterminant pour la suite de votre projet, c'est déterminant pour l'évolution en fait de votre solution. Bon, là, je vais vous laisser sur cette image qui, à mon sens, illustre bien une SaaS. Ce que les entreprises attendent, généralement, c'est de construire un système pareil. Donc, qui puisse résister aux contraintes, qui puisse résister aux bugs, qui puisse résister à la charge, au trafic et à plein de choses. Et pour cela, on va parler des architectures. Généralement pour construire un système, ce dont on a besoin, c'est à la base avoir des spécificités claires. Donc dès le départ, il faut avoir des spécificités claires, avoir en tête ce qu'on veut projeter et savoir quelle approche et selon quels besoins on a pour pouvoir choisir des solutions. Donc, voici, par exemple, 5 architectures les plus utilisées, que j'appelle les Enterprise Level Applications, qui servent à développer en fait des applications orientées entreprise. Au tout départ, on a les microservices qui sont très connus, très divulgués, qui permettent en fait de créer plusieurs services en fonction des métiers. Donc, je prends l'exemple d'un e-commerce.
Vous allez développer des solutions avec des API. Des API, par exemple, pour les fournisseurs, la gestion du catalogue, la gestion des produits, la gestion des paiements, qui vont être des services différents. Et ces services, vous pouvez les externaliser pour pouvoir gérer la partie client différemment. Et avec cette approche, vous avez la possibilité de maintenir en fait l'évolution de l'application sans toutefois compromettre en fait son intégrité pour le développement. Ensuite, on a les monolithiques, architecture des types monolithiques. Les monolithiques, en fait, sont très prisés par les nouveaux projets. En général, les nouveaux projets, parce que les projets qui sont un peu les startups, je prends un exemple, les startups, qui veulent rapidement développer une solution, avoir des MVP rapidement, avoir un produit rapidement testable et maîtriser également les coûts. Donc, dans ce sens, c'est important de choisir d'aller sur l'architecture monolithique parce que ça va vous permettre en un bloc de pouvoir structurer votre solution avec des API directement intégrées à l'intérieur dans la partie logique, la partie business et la partie client qui est la partie front-end et tout l'ensemble connecté à une base de données. Et bon, on a également les MVC. Les MVC qui sont, c'est le classique, c'est de moins en moins, beaucoup de solutions l'utilisent, mais de moins en moins également. Et par contre, on a les Event-Driven Architecture qui permettent en fait de créer dès le départ une architecture basée sur la logique métier du produit. Donc, dès le départ, vous allez créer dès le départ, en fait, vous allez créer la business logique. Et dans la business logique, vous allez encapsuler, comme on le dit, toutes les solutions logiques de votre application. Ça peut être par exemple les produits, le catalogue. Ça peut être l'ajout au panier. Ça peut être un tas de trucs que vous gérez dans votre repository. Et ça permet en sorte que lorsque vous allez vouloir faire des modifications, vous n'aurez pas à vous n'aurez pas à accéder directement à la logique métier parce que c'est séparé du data layer. Après avoir fait le choix de votre architecture, il est important de penser maintenant au design. Au design, les différents design patterns. Donc là, on va parler des différents design patterns en ce qui concerne le développement. Le plus répandu, c'est le repository pattern. On a le repository pattern. Le repository pattern, en fait, il est très puissant parce qu'il vous permet de créer une sorte de bloc, en fait, dans lequel vous allez mettre toute votre logique métier. Et cette logique métier va être séparée de la logique de données et de la logique de business. Et ça vous permet de mieux gérer, de mieux scaler et par exemple, là, j'ai pris un exemple avec le wallet. Ça, c'est dans le cas d'une application de remittance. Là, on va créer un repository dans lequel on va ajouter le wallet repository, le transaction repository pour gérer les transactions, le user repository et le exchange rate repository. Donc, tous ces différents repositories vont nous permettre de gérer de manière séparée chaque cœur métier de l'application. Et une fois avoir créé le repository, on peut accéder sur le business layer à chaque composante de manière indépendante et pouvoir faire les modifications et pouvoir accéder aux données et pouvoir communiquer avec la base de données. Et cette partie est complètement abstraite parce qu'elle est complètement séparée du business layer. Ensuite, on a le factory pattern. Le factory pattern, c'est un autre design pattern très utilisé qui permet en fait de créer une sorte d'objet parent avec des objets enfants, donc de modéliser un objet global. Et cet objet va vous permettre de créer d'autres objets. Je prends l'exemple d'une plateforme, par exemple, de formation en ligne, comme un exemple de Udemy, où on a
Un cours peut être sur diverses variantes. On peut avoir des masterclass, on peut avoir des webinaires et on peut avoir d'autres cours. Donc, ce type de, ce type de pattern, en fait, peut nous permettre de créer, de modéliser et d'industrialiser, en fait, vos fonctionnalités de cette manière. Donc, c'est flexible et ça permet de centraliser les données et c'est conforme également au principe OCP. Ensuite, on a le Domain Driven Design. Le Domain Driven Design qui est un autre pattern qui permet en fait d'apporter une vision métier dès le départ, dès la création, dès le départ de votre projet. Et ça ressemble un peu au repository pattern dans la mesure où ça vous permet de créer des domaines et de créer de créer la partie, les domaines qu'on peut voir un peu comme une sorte de repository, là où vous mettez tous vos cœurs métiers. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une conception globale en fait de votre application dès le départ. Donc, dès le départ, vous allez définir tout ce qui est business logique, tout ce qui est fonctionnalité. Vous allez découper de manière générale. Vous allez découper chaque fonctionnalité que vous allez mettre dans le domaine de votre application. Et cela peut être accessible de manière globale. Et ça facilite la maintenabilité, la testabilité du code et également l'évolution du code. En ce qui concerne les architectures SaaS, le développement des SaaS, en fait, on a généralement deux modèles on a généralement deux modèles d'organisation, en fait, ou de structuration de l'architecture. On a les singles tenants et les multi-tenants. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer une sorte d'instance qui permet de servir votre application à un certain nombre d'utilisateurs et de gérer cela en back-end avec les bases de données. Prenons l'exemple du multi-tenant. Par exemple, on a Spotify. Lorsque vous allez sur Spotify, vous allez créer un compte et sur ce compte, Spotify doit initier une nouvelle instance de votre compte avec la même structure de données. Et il va répliquer cela en fait pour tous les utilisateurs qui vont créer un compte sur Spotify. Il en est de même pour Netflix, il en est de même pour, je vais prendre par exemple une application qui, lorsque vous prenez, par exemple sur Trello, lorsque vous créez un compte sur Trello, vous allez créer une organisation et sur cette organisation, vous allez ajouter une équipe, vous allez pouvoir gérer votre équipe et vous allez pouvoir gérer les fonctionnalités de votre application. Maintenant, tous les utilisateurs qui viendront vont faire exactement la même chose et ça va être en fait une sorte de réplica. Ce qui est différent en fait du single tenant. Le single tenant, en général, on va faire des réplicas en fait. Chaque client a une instance différente et cette instance va être hébergée différemment en fait. Donc, parmi les exemples des single tenants, on a Salesforce et également Oracle Cloud qui a ces modèles d'architecture SaaS. Donc, le choix tech est important pour favoriser l'évolution, la maintenabilité et la durabilité de vos architectures SaaS. Donc, les modèles multi-tenants sont importants parce que cela vous permet de gérer non seulement avec le bon choix technologique que vous faites, vous pouvez gérer les CI/CD, vous pouvez gérer un tas de process, vous pouvez gérer un tas de process facilement pour pouvoir faire évoluer votre application. Là, je vais vous présenter des écosystèmes SaaS. Parmi les écosystèmes SaaS, on en a plusieurs. On a des technologies front-end, des technologies back-end, technologies DevOps. Et chaque technologie, en fait, bon, ça, c'est pas une liste complète. Chaque technologie, en fait, dépend du besoin, des spécificités et de la taille de l'entreprise, dépend du budget également. Donc, avant de choisir chaque technologie, il faut tenir compte de plusieurs paramètres parce que cela est déterminant pour l'évolution du projet.
on est d'accord qu'il y a certains projets, par exemple, qui, lorsqu'on commence, on se rend compte que rapidement, on se trouve buté parce que non seulement, peut-être, je prends un exemple, un petit projet, on est parti sur du, on est parti sur du microservice. Et avec le microservice, si c'est déjà une petite équipe, peut-être un budget limité, ça va pas être évident parce que derrière, il y a la maintenance de chaque service, il y a la sécurité et la maintenance de ces services vont devenir rapidement difficiles à gérer. Donc, là, on va aborder le sujet on va aborder le sujet en fait des différentes techs pour quelle taille d'entreprise. Lorsqu'on débute un projet ou bien pour les petits startups, on a, en fonction des objectifs de l'entreprise en fait, ou en fonction des besoins, les technologies vont changer, les technologies vont changer, les approches en fait vont changer et cela est déterminant pour la croissance du projet. Par exemple, pour les startups, généralement dans des startups, il faut privilégier les architectures MVC ou des architectures monolithiques. Parce qu'avec ces architectures, vous pouvez maîtriser facilement les coûts, vous pouvez gérer facilement avec les équipes de développement, les équipes produits, pour pouvoir faire évoluer votre produit et par la suite, lorsque l'entreprise ou le projet va prendre une autre ampleur, va avoir plus de portée, la technologie peut varier. Donc, parmi les solutions favorables pour des petits projets ou des startups, on a par exemple des solutions comme Next.js, on a Nuxt, AngularJS, Java. On a une panoplie de solutions qui peuvent être utilisées pour pouvoir développer les solutions SaaS. Ensuite, pour des entreprises, des moyennes solutions, des moyennes entreprises, les PME, généralement, les besoins en fait des PME, c'est de croître. Donc là, on arrive dans des environnements en fait où il faut qui sont plus qui ont plus de friction en fait et où il faut chercher à croître. Donc généralement sur ces entreprises, on va privilégier les solutions comme des multi-tenants avec l'utilisation des microservices ou des event-driven patterns pour pouvoir concevoir l'architecture de ces solutions. Et généralement, pour les grands groupes, les grosses entreprises, là, les architectures sont complètement différentes, les approches sont différentes. Et tenez compte du fait que ça ne dépend pas, le choix en fait de l'architecture, ça ne dépend pas forcément de la taille de l'entreprise. Donc, une grande entreprise un grand projet peut facilement décider ou bien choisir selon les besoins internes, de partir plutôt sur un monolithique par exemple, que de choisir peut-être un microservice ou un autre. Donc, par contre, les grandes entreprises, généralement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir croître, parce que les besoins sont différents, vont aller sur des architectures plus grandes, comme des microservices, des event-driven et des repository patterns. Et là, on va privilégier l'utilisation par exemple, de Kubernetes qui permet en fait aux entreprises de créer des infrastructures en tant que code en utilisant des passes. Et ces solutions vont permettre de faire scaler l'application et vont également permettre d'automatiser certains processus métiers pour pouvoir rendre l'application hautement disponible parce que généralement dans des grands projets, des projets de grande envergure, le plus important en fait, c'est que l'application soit disponible parce qu'une entreprise ne peut pas se permettre que pour X ou Y raison, je sais pas, à 2 heures du matin, le site est down. Ça, c'est inacceptable. Donc, pour cela, il va falloir vraiment mettre en place des solutions vraiment très, 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 très robustes. Donc, en ce qui concerne le choix des technologies, c'est important dès le départ de se poser des bonnes questions. Parce que pour les projets,
on développe les projets, généralement on se pose des questions. Je veux que ce soit rapide. Dans les entreprises, on sait très bien, bon, je veux que ce soit vite livré, on n'a pas assez de budget, il faut que ce soit rapide. Mais vraiment, il faut être réaliste à un moment et se poser les bonnes questions pour pouvoir choisir quel ingrédient mettre dans son menu pour pouvoir développer son application. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est important pour pouvoir choisir votre solution et pour pouvoir développer. Donc, en ce qui concerne la sécurité des API pour le développement des SaaS, c'est important de tenir compte de certains facteurs parce que lorsqu'on développe des solutions, après, une fois que votre solution va être en production, il y a des éléments à tenir en compte et des éléments très importants, comme par exemple, il faut faire de l'observabilité, il faut faire du monitoring, il faut faire du debugging, du logging, un tas de choses. Et pour ça, c'est important pendant le développement de tenir compte des éléments importants, comme par exemple, lorsque vous développez les API, par exemple, c'est important de bien faire la gestion des erreurs. Donc, il faut que chaque API puisse renvoyer la bonne erreur parce que souvent, on se dit, on va laisser la gestion d'erreurs pour la fin, on va faire des API, on ne laisse pas toutes des erreurs 500. S'il y a une erreur, on voit juste 500. S'il y a une erreur, on voit juste 400. Ce qui fait que rapidement, on va se trouver buté. Surtout si le projet commence à rapidement grandir parce que développer une API, c'est un truc qu'il faut faire une fois, bien fait et fait une fois pour ne plus en revenir dessus parce que lorsqu'on développe une API, on y met énormément d'attention, énormément de coûts. Et une fois que l'API est en production, modifier, ça demande encore plus d'attention que le développement. Donc, c'est important pendant le développement, la mise en place de vos API, de faire la bonne gestion d'erreurs. Donc, bien renommer, bien faire la gestion d'erreurs, bien catcher les erreurs, c'est très important. Cela va permettre, lorsque l'application va être en production, de faire du monitoring et de l'observabilité, comme par exemple avec les solutions comme New Relic ou Kafka. Donc, avec ça, vous pourrez savoir si peut-être demain, à l'équipe marketing, on vous appelle, il y a tel problème, le formulaire de connexion ne fonctionne plus. Vous n'avez pas dit, je cherche l'erreur, je suis en train de débugger. Vous saurez directement d'où provient l'erreur et comment gérer l'erreur et comment remédier à cela. Il est également important de de sécuriser les API avec les méthodes d'authentification comme la gestion de clés, les JSON Web Tokens, également les middleware, selon votre stratégie, parce que également sécuriser des API, ça répond à certaines normes, à certaines stratégies et à certains besoins internes. Donc, ça dépend des besoins internes de chaque entreprise, en fait, la sécurisation des API. Et on a également les conformités. Au niveau des conformités, on a tout ce qui est logging. Il faut faire du logging. Lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'il y a eu un incident, il faut bien documenter cet incident. Et même la documentation des incidents passe également par une stratégie. Donc, vous pouvez dire, bon, je vais documenter les incidents selon cette stratégie. Voilà comment je vais documenter pour pouvoir réutiliser de cette manière et avoir les données qui me permettront de faire le suivi et le monitoring un peu plus approfondi lorsqu'il va falloir gérer certains problèmes critiques. Et il est important également de bien gérer les backups et la redondance des données. Bon, là, on va pas entrer trop dans les détails parce que il y a d'autres aspects comme par exemple les infrastructures as code avec Terraform, Kubernetes qui permettent de faire scaler les applications, permettre de faire la redondance en fait lorsque la charge par exemple de l'application augmente, il y a plus de visiteurs, il y a moins de visiteurs, donc permet d'équilibrer avec ça. Et également il y a aussi un autre concept qu'on appelle les load balancing qui permettent également de gérer les charges. Bon, en ce qui concerne, je vais vous faire aussi quelques retours d'expérience. En termes de développement de logiciels SaaS, c'est une solution en fait qui a été développée, un e-commerce en fait qui a été développé initialement sous forme de plusieurs projets, vu que c'est une solution qui repose sur 4 marques, qui a été développée sous forme de plusieurs projets par une équipe initiale. Donc là, ce qui a fait changer en fait la donne, c'est que on a essayé d'adopter l'approche API First. Donc initialement, c'était pas développé avec des API.
il fallait maintenir chaque projet indépendamment avec une taille d'équipe relativement moyenne. Donc là, il a fallu déjà repenser en fait toute l'architecture globale. Et pour ça, on a dû, on s'est dit, bon, au lieu d'avoir 4 projets, on va essayer de développer un seul projet sous forme de solution SaaS. Et, et là, on s'est dit, bon, voilà, la solution SaaS va plutôt s'adapter pour pouvoir épouser les 4 marques et non l'inverse. Donc, cela nous a permis déjà de développer une seule base d'API, de gérer la sécurité, de faire également, de mieux faire l'observabilité, le monitoring. Et également, ça nous a permis d'économiser beaucoup de coûts parce que derrière, lorsque la charge augmente, on peut gérer et facilement la montée de charge. Et l'important, ce que je vais dire, c'est que pour les projets, lorsque vous avez des projets, l'important en fait, c'est de bien tenir compte des spécificités dès le départ, de bien choisir les architectures et seulement après, lorsque l'application va évoluer, vous pourrez facilement faire scaler votre application. Donc, si, je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez me faire part ou à défaut, on pourra se retrouver à la sortie. Merci.